Trouve et aussi de la semaine prochaine, absolument, ça va continuer. Merci beaucoup. Allez, ce midi, on va aussi parler de votre pouvoir d'achat. Quand vous avez, vous, les yeux rivés sur votre porte-monnaie ou sur votre compte en banque, les supermarchés, les magasins, eux, regardent la courbe des ventes et la consommation. Eh bien, elle stagne ces derniers mois. Alors, est-ce que ça va encore durer longtemps? Et comment va évoluer votre pouvoir d'achat? On va en parler dans un instant avec nos experts, nos invités. Mais avant cela, on va se tourner vers Kevin Eliès. On a on va se remettre en tête, quelques chiffres, dont un chiffre qui nous fait parfois un petit peu peur, Kevin, celui de l'inflation. Où est-ce que ça en est? Eh bien, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, Lucie. L'inflation a ralenti. Nous sommes à 0,7% d'après les estimations l'INSEE pour le mois de mai par rapport à il y a un an. C'est moins qu'en avril dernier, on était à 0,8%. D'ailleurs, l'inflation est au plus bas depuis 2021. Regardez ce graphique que vous avez ici. Les chiffres de l'inflation depuis 2021, on le voit, ça a considérablement baissé. On voit ici la spirale inflationniste qu'il y avait pendant les années 2022-2023. Et la dernière fois qu'on avait des chiffres aussi bas, c'était donc en 2021. Mais ces chiffres, en fait, ils sont un petit peu en trompe-l'œil puisque les chiffres sont un petit peu disparates et les prix, notamment de l'alimentaire, eux, continuent d'augmenter et plutôt fortement. Regardez encore une fois ces chiffres de l'INSEE. Au mois de mai, par rapport à il y a un an, les chiffres sur les produits alimentaires, les prix sur les produits alimentaires ont augmenté de 1,3%. C'est même plus que le mois dernier, on était à 1,2%. Et c'est porté notamment par une augmentation forte des prix des produits frais. Là encore, regardez ce chiffre, plus 4% sur les prix des produits frais. Et ça concerne notamment les fruits frais. On est à plus 4,8% sur les prix ou encore plus 5,1% sur le prix des légumes. Les poissons sont également concernés. D'ailleurs, si on fait un petit bilan, les prix de l'alimentaire sont plus de 20% plus chers que ce qu'ils étaient en 2021. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces précisions. On va aller plus loin à présent avec nos invités, nos experts qui nous ont rejoints en plateau. Olivier Dauvert est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Spécialiste de la consommation et de la grande distribution. Elsa Satilmis est également à nos côtés. Bienvenue à vous. Sociétaire et directrice opérationnelle de C'est qui le patron? Clémence Delabaume, que vous connaissez, notre journaliste spécialiste des questions économiques, est avec nous. Bonjour Clémence. Et on est également connecté avec Guy-Noël Châtelain, associé EY Parthenon. Vous avez notamment réalisé une étude sur les enseignes préférées des Français en avril dernier. Elle a été publiée et vous nous en parlerez sur ce sujet très concernant parce que tout le monde regarde de très près son compte en banque en ce moment. Vous n'hésitez pas à poser vos questions, vous scannez le QR code qui s'affiche très régulièrement à l'antenne et dans un instant, toutes les personnes qui sont en plateau et connectées avec nous vous répondront. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'incidence à la fois de l'inflation et de cette augmentation des prix dont nous a parlé Kevin à l'instant, cette incidence de ça sur la consommation, Olivier Dauvert, aujourd'hui. On en est où de la consommation? Elle est à l'arrêt. On va faire simple, elle est à l'arrêt. Ça fait quelques mois déjà, voire même quelques années que c'est plus la croissance naturelle de la conso qu'on a connue il y a 20-30 ans, tout simplement parce que le pouvoir d'achat est lui-même à l'arrêt. Il y a un lien de cause à effet assez facile à comprendre. Et puis ensuite parce que le moral des ménages, la confiance des ménages dans l'avenir, que mesure l'INSEE tous les trimestres, est un déterminant de la conso. Si on a foi dans l'avenir, on va plus facilement s'engager dans des dépenses impliquantes. Alors là, je ne parle pas d'alimentaire, je pense par exemple à changer son canapé, changer sa voiture, tout ce qui suppose un effort financier dans le temps long. Eh bien, si on a peur de l'avenir, on met tout ça un peu en stand-by. Alors, ce n'est pas une crise. Une crise, ça serait que la conso s'effondre de moins 10%. Là, c'est juste, il y a plus de vent dans les voiles de la conso, elle est tout simplement à l'arrêt. Et l'inflation, qu'on a connue spécifiquement sur l'alimentaire depuis 2-3 ans, a renforcé ce sentiment-là et fait que on est plutôt le pied sur le frein que l'inverse. Ouais, les Français qui sont frileux, on comprend à cause du contexte. Clémence, pourtant, il y a une question aussi qui est intéressante à regarder, c'est les salaires. Les salaires, ils se sont un peu améliorés. Ça nous a pas redonné confiance, ça nous a pas poussé à consommer un peu plus. Vous avez tout à fait raison. L'an dernier, les salaires dans le secteur privé ont progressé plus vite que l'inflation, ce qui a permis de rattraper un peu du pouvoir d'achat qu'on avait perdu en 2022 et 2023. Un peu, mais pas totalement finalement. Pas totalement, effectivement, puisqu'en 2022-2023, les salaires ont progressé moins vite que l'inflation. Ce qui fait que l'OFCE dit qu'entre fin 2021 et fin 2024, on a encore une perte de 1% de salaire réel. Et c'est vrai qu'en 2025, les perspectives ne sont pas bonnes, puisque toutes les prévisions donnent un net ralentissement du pouvoir d'achat. Elsa Satilmis, quel regard vous portez sur cette consommation qui stagne, ce manque de confiance des Français dont nous parlait Olivier Dauvert, malgré des salaires qui se sont un petit peu améliorés?
Moi, je suis consommatrice, sociétaire aussi de la démarche qu'on a créée de consommateurs. C'est vrai qu'on le voit tous les jours dans les rayons, mais nous, on a un autre regard dans la coopérative de consommateurs, justement parce que dans les faits, sur les ventes des produits C'est qui le patron, on observe l'inverse. C'est-à-dire que quand on sait, nous, consommateurs, où va l'argent, quand tout est transparent, on peut faire aussi, nous, des choix avisés. Et j'ai en tête, justement, je parlais avec un sociétaire, on était justement en rendez-vous auprès d'une grande enseigne de distribution. Et ce sociétaire, donc Lionel, disait que lui, il était un foyer non imposable et que la fin du mois, c'était clairement au 15 du mois, chaque mois. Mais qu'il était prêt, justement parce qu'il avait la transparence sur cette démarche, de se dire, moi je fais les efforts, j'ai fait l'effort, je mets ces quelques centimes, et on parle de quelques centimes seulement qu'il faut, parce que je suis sûre de où va mon argent, c'est-à-dire la transparence qui crée la confiance. C'est ça en fait finalement derrière. Exactement. Aujourd'hui, on consomme moins cher parce qu'on ne sait pas où va l'argent, on n'a pas confiance aussi dans la fixation des prix. Comment est-ce qu'on fixe les prix? Nous, consommateurs, on est un peu démunis face à ça. Et puis quand on se rend compte que il nous manque quelques centimes du côté des producteurs pour faire en sorte qu'ils s'en sortent. Là, l'exemple de C'est qui le patron, c'est qu'on est prêt, nous, consommateurs, quand on sait où ça va, à faire des choix différents. Mais ce comportement-là qu'ont vos sociétaires et les personnes qui consomment chez C'est qui le patron, Olivier Dauvert, c'est pas la majorité des Français qui a ce comportement-là, du coup, de se dire, en fait, j'ai envie de savoir ce que je consomme, j'ai le temps, je peux prendre le temps de le savoir et de mettre même quelques centimes là-dedans. Il faut faire deux photos. Il y a la photo générale, qui est celle que l'on a décrite, c'est-à-dire en gros que la conso est à l'arrêt, qu'il n'y a plus de progression, qu'il y a une pression pouvoir d'achat, qu'on a le pied sur le frein comme je le disais, et puis il faut regarder, il faut faire des photos à l'intérieur de la photo. Et là on voit des écarts à la moyenne, c'est-à-dire qu'on a une forme de bipolarisation de la consommation avec une partie des consommateurs qui pour une partie de leurs achats sont prêts. Alors pour certains ça va être d'acheter une brique de lait, pour d'autres ça va être de s'acheter des loisirs et de faire des efforts en contrepartie sur d'autres postes de dépenses, puisque de toute façon tout le monde consomme à iso-budget ou presque. Donc si j'accepte de mettre des centimes en plus ici, je vais les mettre en moins ailleurs. Et donc en fait c'est bien pour ça qu'il y a ces deux types de photos qu'il faut avoir, le grand angle et l'hyper serré et le focus. C'est qui le patron, c'est un bon exemple pour dire que quand on voit la valeur qu'il y a dans un produit, on est prêt, en tous les cas, une partie des consommateurs est prêt à la payer. Mais la tendance générale, c'est quand même au développement des marques de distributeurs, à la pression sur le prix, même si les ventes stagnent sur les marques distributeurs. Oui, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, elles sont plus haut qu'elles ne l'étaient il y a 3 ans. Absolument. Quand on regarde, on en parlera dans un instant, quelle est l'enseigne préférée des Français, c'est un casseur de prix, on parle d'action, on ne parle pas d'une enseigne à vocation sociale, on parle d'un casseur de prix. Et je ne critique pas en disant ça, c'est un état de fait. Donc ça dit bien la pression sociale qu'il y a pour le prix bas en France aujourd'hui, et dedans il y a des îlots un peu extraordinaires au sens premier du terme, C'est qui le patron en est un. Alors on va garder justement le grand angle, comme vous dites, et vous me faites le lien directement avec la question des enseignes préférées des Français. Guy-Noël Châtelain, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Qu'est-ce qu'elle révèle, votre étude? Quelle est l'enseigne préférée des Français aujourd'hui et qu'est-ce que ça nous dit? Bonjour. Alors l'étude, l'enseigne préférée des Français, comme le disait Olivier, c'est Action. Ça fait 3 ans que Action est l'enseigne préférée des Français et je crois que Action a réussi un tour de force extraordinaire, puisque c'est une enseigne qu'on suit depuis 10 ans, à ravir cette place très très enviée. Je crois essentiellement pour 2 raisons. Olivier l'a dit, il vous propose des prix extrêmement bas sur des produits du quotidien et leur croissance extraordinaire fait que de plus en plus de marques aujourd'hui construisent des produits spécifiquement pour les écouler dans le circuit discount en général et Action en particulier. Mais Action, ce n'est pas seulement que des prix, c'est aussi le moyen, sur les objets du quotidien et les produits du quotidien, c'est aussi le moyen de se faire plaisir dans un environnement de magasin où vous avez un parcours d'achat extrêmement rapide et extrêmement fluide. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois, Clémence, la consommation, on va dire, utile, dont on a tous besoin, et la consommation doudou, un peu, qu'on aime bien, qui se retrouve dans ce genre de magasin qui casse les prix aujourd'hui? Alors oui, effectivement. Non, mais c'est intéressant parce que donc là, vous parlez de l'historique Action, mais
faut savoir qu'en France, vous avez des marques discount qui apparaissent presque tous les jours. Hein. Je pense notamment à C2 € à Paris, la société belge Wibra ou Vibra, je ne sais pas comment ça se prononce, Vibra à Lille, hein, qui a ouvert un magasin en octobre dernier. Vous avez dans ce contexte ultra concurrentiel des marques qui font grise mine. Je pense à Jiffy qui a annoncé qu'il allait fermer 11 magasins. Donc vous avez une espèce de prolifération de marques discount qui s'ajoute d'ailleurs aux marques asiatiques de la fast fashion qui ils répondent à une demande effectivement de batterie de la part des Français. Ce qui est intéressant avec Action, si on le place dans un terrain un peu sociologique, Action rend riche. Action rend riche des consommateurs qui ne le sont pas assez pour consommer dans des enseignes entre guillemets normales. Avec quelques euros, le samedi après-midi chez Action, vous pouvez dépenser. Vous pouvez exercer, alors on peut contester la consommation, les sujets environnementaux, mais moi je regarde ce que les gens font. Mais avec quelques euros, vous pouvez aller dépenser chez Action, vous faire plaisir. Avec quelques euros, vous ne pouvez pas vous faire plaisir chez Maison du Monde, ou chez Casa, ou chez Zara, que sais-je encore. Parce que les 2/3 des produits vendus chez Action, c'est moins de 2 €. Oui, Action rend riche, il vous permet de consommer. Vous avez, voilà. Elsa Satilmis, j'aimerais votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous, ce comportement-là général, et encore une fois, c'est pas en termes de jugement qu'on parle là, mais est-ce que c'est quelque chose à regretter sur la qualité des produits, par exemple, ou au contraire, rendre accessible un certain nombre de choses pour des gens qui n'ont peut-être pas facilement les moyens, c'est bien aussi. C'est exactement les deux. Ce qui est dramatique, c'est que plus justement on consomme des produits, on va dire bas de gamme, etc., qui viennent de l'étranger, plus nous on s'affaiblit aussi en France. Et j'ai un exemple parfait, c'est celui des fruits et légumes. Aujourd'hui, il y a plus d'un fruit et légumes sur 2 qui viennent de l'étranger, qu'on consomme. Donc en fait, on se dit que si on continue comme ça, demain, les agriculteurs qui sont à côté de chez nous, qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans? Ils seront plus là et du coup on sera obligé justement d'aller acheter ailleurs, dont on ne sait pas comment est-ce que c'est fait, comment c'est fabriqué, comment c'est produit. Donc c'est sûr qu'on s'appauvrit nous en France, et d'un autre côté, on ne le dira jamais assez, on est 70% de la population à pouvoir mettre quelques centimes de plus, quelques euros de plus par an, mais bien sûr qu'il y a toute une frange de la population aussi qui, quand on est au SMIC, qu'on a du mal à boucler la fin du mois, c'est sûr que entendre il faut rajouter 2 € sur ses achats pour qu'ils soient solidaires, etc., c'est pas possible. Et effectivement, on ne pourra pas s'adresser à tout le monde, ça c'est certain, et ces gens-là, il faut qu'ils puissent consommer, qu'ils puissent manger, mais effectivement, pour ceux qui peuvent rajouter ces quelques centimes, c'est important justement qu'on puisse retrouver des produits vertueux dans les enseignes de la grande distribution. Là, on retrouve les petites photos dans le grand angle dont vous nous parliez tout à l'heure, Olivier. Guy-Noël Châtelain, on parle aussi de changement d'habitude, évidemment, quand il y a des moments où on a l'impression que ce soit factuel ou parce qu'on n'a pas confiance que notre pouvoir d'achat, il plafonne un peu, qu'il n'est pas terrible. On change ses habitudes, ça passe par quoi? On change d'enseigne, on les multiplie, on en laisse de côté? Alors, globalement, aujourd'hui, les Français, et avec ce choc d'inflation qu'on a pu subir au cours des 3 dernières années, les Français sont évidemment hyper regardants sur les prix et donc font de plus en plus, et 85% des Français disent avoir changé un peu leurs habitudes de consommation, soit en cherchant systématiquement les promos, les ventes privées, les soldes, mais aussi réduire leur volume d'achat, passer d'une marque premium à des marques moins premium ou vers des marques de distributeurs, etc., etc. Et ça, on le voit sur à peu près tous les secteurs. Et puis, il y a évidemment la montée de la seconde main sur les produits, sur les produits textiles ou sur les produits de la maison. Donc, on voit que les Français sont de plus en plus malins, font de plus en plus attention. Et puis, il faut aussi dire à l'inverse qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont tombés, entre guillemets, dans le travers de la promotion et ont habitué les consommateurs à pouvoir acheter en promotion à peu près toute l'année et donc sont rentrés dans un cercle un petit peu vicieux pour elles d'avoir, entre guillemets, drogué les Français à la promotion. Clémence. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce n'est pas qu'une question de porte-monnaie, de pouvoir d'achat. Il y a aussi aujourd'hui un espèce de côté un peu tendance à aller dénicher la bonne affaire et après aller s'en vanter avec fierté sur les réseaux sociaux. Les influenceurs font ça, mais pas seulement. Vous avez aussi un certain nombre de clients lambda qui vont se vanter sur les réseaux sociaux, sur TikTok et autres, d'avoir trouvé
une bougie à moins de 30 centimes d'euros. Il y a un côté tendance et donc ce phénomène, il touche pas que les classes populaires, il touche aussi les classes plus favorisées qui, elles aussi, recherchent le bon plan, la bonne affaire. Si on le dit différemment, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, aller dans les magasins de discount, c'était punitif. Parce qu'en fait, on vous ramenait à votre condition. Vous n'avez pas le choix que d'aller là, donc vous y allez. Et donc, en fait, vous êtes à peine rentré dans le magasin qu'on dit que vous êtes pauvre. Personne aime qu'on lui dise qu'il est pauvre, qu'on lui rappelle sa condition. Aujourd'hui, on est passé dans une ère du discount malin. Ça veut dire, en gros, c'est valorisant, et les influenceurs y participent, c'est valorisant d'aller faire ses courses chez Action, ou une partie de ses courses évidemment, chez Action ou chez Lidl. Et d'ailleurs, quand vous regardez même les magasins comme ils sont, les magasins Lidl il y a 15 ans, c'était des espèces d'hangars un peu désaffectés, lumière blafarde, plafond bas. Aujourd'hui, alors c'est pas des cathédrales du commerce, certes, mais quand même, c'est autrement plus avenant. Oui, parce qu'en fait, on a vu des modes se créer avec des produits, justement, par exemple, venant de cette enseigne. Donc, oui, mais parce que le sujet, c'est de ne pas vous rappeler que vous êtes sous la contrainte financière. Parce que ça, finalement, ça n'attire pas les foules quand on vous dit que vous êtes pauvre et que vous n'avez que ça pour consommer. D'ailleurs, vous avez des produits de cette marque-là qui se vendent à prix d'or sur les sites de revente comme Vinted, parce que, encore une fois, c'est devenu... tendance. Elsa, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux gens qui nous regardent, qui s'interrogent sur leur pouvoir d'achat? On l'a dit, il y a plein d'explications et d'éléments de compréhension qui font qu'on a l'impression que notre pouvoir d'achat plafonne. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui dans le contexte actuel? Comment on fait pour rassurer un petit peu? J'ai envie de dire qu'on peut avoir de l'espoir parce qu'on l'a montré avec le modèle du coup qu'on a créé, qui est ni une marque nationale ni une marque de distributeur, mais vraiment une marque de consommateur. C'est-à-dire que nous, consommateurs, on reprend en main notre consommation. C'est nous qui décidons où va notre argent. Et ça a permis d'aider plus de 3000 familles de producteurs aujourd'hui en France. Et cette démarche-là, on va s'en inspirer pour en faire une proposition de loi. C'est-à-dire qu'on va proposer justement de revenir sur les fondamentaux de C'est qui le patron, qui sont que le producteur fixe son prix et nous, consommateurs, on doit être à l'intérieur de ces fameuses négociations parce que finalement, aujourd'hui, on se sent un peu démunis, désemparés, il y a des prix. Oui, puis on a le sentiment aussi que parfois, quand on dit faut payer plus le producteur, nous, ça veut dire que forcément on va payer plus et que ça va être compliqué dans notre situation de consommateur. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout est une question de juste prix. Et en fait, ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression de se faire avoir, d'avoir certaines arnaques quand on va chez un distributeur et chez un autre. On voit des prix qui ne sont pas les mêmes, on ne comprend pas comment c'est fixé, etc. Et le tout est de retrouver ce fameux juste prix qui permet à chacun de gagner sa vie, c'est-à-dire le producteur, le conditionneur qui va mettre par exemple du lait en bouteille, mais également le distributeur derrière qui va le vendre. On a besoin de retrouver cette justesse dans la fixation des prix. J'aimerais qu'on s'arrête sur un chiffre à présent. Vous allez me dire si j'ai le droit de donner un peu d'espoir ou si je me plante complètement. Vous allez m'aider. Selon l'INSEE, la consommation alimentaire a progressé de 2,1% en avril et ça a aussi tiré la consommation plus largement des ménages. Est-ce que ça, Olivier Dauvert, j'ai le droit de faire un grand sourire et dire... Ah bon, d'accord. Je ne peux pas sourire. Pourquoi? Non, parce que pour rester dans ma métaphore de la grande photo, la photo grand angle et le focus, vous regardez ça sur un mois. Est-ce que vous pensez que sur un mois, on a une tendance de la conso avec Pâques, qui cette année tombait en avril, alors que l'année dernière, il tombait fin mars? C'est ça qui a tiré la consommation. C'est pas le seul facteur, mais c'est juste la météo aussi. La météo, bien sûr. Mais c'est juste pour vous dire que quand on regarde ça sur une période de temps aussi resserrée, ou quand on regarde sur un seul produit ou un seul rayon, on peut en tirer des conclusions dont on va finir par se convaincre comme étant la vérité. C'est la vérité d'une petite partie de la photo. Ça ne veut pas dire que c'est faux ce qu'on a vu. C'est vrai qu'en avril, on a vu la conso alimentaire progresser. Mais est-ce que ça donne la grande photo qui permet de dire ça va mieux ou ça va moins bien? Non, ça ne permet pas malheureusement de le dire. Donc je suis désolé de vous décevoir. Effectivement, l'avenir est plus que compromis parce que, comme vous le disiez très bien, pour consommer, il faut de la confiance et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Le contexte géopolitique est extrêmement anxiogène. Il y a le contexte politique en France qui est anxiogène aussi. On se demande à quelle sauce on va être mangé avec le budget 2026, quelle réduction de dépenses il va y avoir, quelle hausse d'impôts il va y avoir. Dans ce contexte global très anxiogène, c'est impossible de consommer et c'est d'ailleurs pareil pour les entreprises. Il faut bien différencier la
consommation alimentaire du quotidien, parce qu'on aura toujours besoin de manger, de la consommation plus exceptionnelle, mais qui en montant représente beaucoup. Je vous le redis, mais quand vous changez votre canapé chez vous, ça coûte quand même infiniment plus cher que le paquet de pâtes que vous allez mettre. C'est ça qui prend en premier finalement quand il y a la consommation. Il y a une forme de hiérarchie dans la consommation aujourd'hui où on voit qu'on sacrifie ou on retarde les choses les moins importantes, et puis pour le reste, on essaye de préserver ce qui est indispensable. Un seul exemple dans les rayons des supermarchés. Quand vous avez une moyenne d'évolution qui est à 0, ma fameuse grande photo, vous voyez que l'alimentaire est au-dessus de 0 et les produits d'hygiène sont en dessous. Pourquoi ? Parce que se laver les dents, au risque de vous choquer, c'est pas indispensable pour vivre. Alors c'est mieux, ça je vous l'accorde, j'ai pas de sujet avec ça. Manger, c'est indispensable pour vivre. Se laver les dents ou se frictionner à l'eau de Cologne, c'est pas indispensable. Et vous voyez, cette hiérarchie de la conso, on la voit aussi dans ce que les Français achètent au supermarché. Guy-Noël Châtelain, j'aimerais votre sentiment aussi sur ce qui vient d'être dit.